Bienvenue à cette toute nouvelle édition du TV Laval Nouvelle. Très content de vous accompagner cette semaine, encore une fois. Rendez-vous hebdomadaire d'ailleurs. Première diffusion tous les dimanches et il s'ensuit évidemment plein de reprises pour vous tenir au courant, que vous puissiez capter justement tous les messages qu'on veut vous livrer avec les informations sportives, économiques, culturelles, politiques aussi sur le territoire lavallois, de même que des chroniqueurs. Nicolas Vincent Poirier qui vient nous parler de cinéma et Stéphanie aussi Léveillé-Denis qui vient nous parler de sa chronique notamment, de tout ce qu'il y a à faire dans les prochaines semaines à l'approche des semaines de vacances avec la famille, alors un petit peu plus tard aussi. C'est à surveiller. Commençons avec le segment nouvelles et c'est Reynald Adams qui quittera en novembre, le conseiller dans Renault et membre du comité exécutif. Reynald Adams quittera la vie politique municipale en novembre. Dans un long courriel transmis le 2 juin à l'auteur, d'ailleurs, du courrier Laval, il dresse le bilan du mandat en cours. M. Adams annonce qu'il ne sollicitera pas de renouvellement de mandat lors des prochaines élections. La décision n'a pas été facile à prendre, mais elle est le fruit d'une longue réflexion personnelle sur laquelle je n'élaborerai pas, écrit-il d'ailleurs en réponse relativement à une éventuelle course à l'investiture dans son district. Le 30 mai, d'ailleurs, le courrier Laval rapportait que M. Adams était le seul des élus du mouvement lavallois à ne pas avoir atteint les objectifs du parti en termes de financement et de carte de membre. Je continuerai de travailler à l'amélioration de la qualité de vie de mes concitoyens sous une forme qui reste à déterminer. Citoyen engagé, j'ai été, citoyen engagé, je suis et citoyen engagé, je demeurerai, poursuit-il dans son courriel, où le chef du parti et maire de Laval, Marc Demers, est en copie conforme. M. Reynald Adams, termine d'ailleurs en remerciant entre autres le mouvement lavallois de lui avoir permis de porter ses couleurs et le maire Demers pour la confiance qu'il a eue envers lui. Rappelons que depuis les élections de novembre dernier, de novembre 2013, M. Adams siège au comité exécutif et cette instance qui assure la bonne administration de la municipalité et sert aussi d'intermédiaire entre le conseil municipal et les services municipaux. Parmi les responsabilités qui lui incombent, notons la culture, la vie communautaire et une partie du développement social par l'entremise des dossiers liés aux aînés et aussi à l'accessibilité universelle. La commission Chamberlain, propos qui sont dégradants concernant une journaliste. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire, la police de Laval qui déplore des propos vulgaires concernant une journaliste. Le service de police de Laval qui a déploré des propos vulgaires d'un policier qui implique une journaliste mise au jour lors de la commission Chamberlain sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques. Par voie de communiqué, le corps policier a dit regretter que des membres des médias aient pu se sentir heurtés par les propos rapportés. Et pour obtenir un mandat, un policier a indiqué qu'un de ses collègues aurait parlé à une journaliste parce qu'il voulait la fourrer. Le choix des mots utilisés par l'ex-lieutenant détective Anthony Donato pour décrire son opinion sur les intentions de l'ex-sergent détective Domenico Di Genova est en effet déplorable. Ce langage n'est aucunement représentatif de celui utilisé par l'ensemble des policiers de Laval, reconnus pour leur professionnalisme et leur intégrité. C'est ce qu'a écrit le directeur du SPL, M. Pierre Brochet. Et le 31 mai, à la commission Chamberlain, il a été possible d'apprendre qu'en décembre 2014, la journaliste Monique Néron a rapporté une frappe antidrogue au 98.5 FM le matin même de l'opération, ce qui a éveillé les soupçons de la police de Laval concernant une possible fuite médiatique. Et dès le lendemain, le policier Domenico Di Genova a avoué qu'il était l'une des sources de la journaliste. Et malgré ses aveux, la police de Laval a ouvert une enquête criminelle pour déterminer si le policier était à l'origine de fuites précédentes. Un des collègues de M. Di Genova suspectait qu'il ait parlé à Monique Néron parce qu'il voulait la fourrer, peut-on lire dans une déclaration sous serment. Geste criminel contre le président des Cols Bleus de Laval. Le président du syndicat des Cols Bleus de la ville de Laval, Martin Gagnon, était victime d'un geste qui aurait pu mettre en péril sa sécurité. Ouais, et M. Gagnon s'est rendu compte d'une fois au volant que les roues n'étaient pas fixes. Selon les informations, les écrous des roues du véhicule de M. Gagnon auraient été desserrés. L'incident s'est produit le 18 mai à Québec, alors que se tenait le congrès du syndicat canadien de la fonction publique. Rappelons également que le directeur québécois du syndicat canadien de la fonction publique, Marc Ranger, a été victime d'intimidation la même journée. M. Ranger avait été abordé par plusieurs hommes de son propre syndicat en matinée dans un endroit isolé du Palais des Congrès pour ensuite être intimidé et harcelé. Sécurité près des piscines, une photo qui vaut 1000 mots. Au moment d'ailleurs où la saison de la baignade s'amorce au Québec, un père de famille de Laval qui a publié sur sa page Facebook une photo qui suscite,
on peut le dire, énormément de réactions et qui fait réfléchir. Maxime Leblanc travaillait sur son terrain il y a tout récemment, là, pendant que sa fille de 6 ans jouait non loin. Mon terrain est clôturé, tout est cadenassé, j'étais sûr qu'elle était en sécurité, a raconté Maxime Leblanc. Toutefois, lorsque le père de famille s'est retourné pour voir ce que la petite faisait, il a vite réalisé qu'elle aurait pu se noyer dans la piscine familiale. Stéphanie Léveillé-Denis qui est là pour nous tenir au courant de plein d'activités à faire en sol lavallois, familial et de découvertes également culinaires aussi. Salut Steph. Allô Alex. Merci d'être là. Évidemment, je suis content quand tu parles de chèvre. Je repense à ma chèvre miniature Toby. Ton ami Toby. Mon ami Toby que je tenais en laisse, qui me suit partout. C'était comme ton petit chien de poche. C'était comme mon petit chien de poche. Mais c'était une chèvre miniature. Non, mais il faut être différent dans la vie. Tout à fait. Tout à fait. Que Dieu ait son âme dans le paradis des chèvres. Mais ça se passe super bien. Et tu veux nous parler de la fromagerie du Vieux-Saint-François parce qu'il y a une activité au moment de présenter cette chronique-là. C'est peut-être sur le point de se passer, sinon c'est peut-être passé, mais c'était cool. Sinon, c'était fabuleux. C'était cool. C'est ça. C'est sûr que c'était cool. C'est clair. Alors, j'en ai parlé, c'est sûr. Et mettons-le comme si c'était pas passé. Okay. Donc, c'est 11 juin, Fromagerie du Vieux-Saint-François. Exactement. Donc, au 4740 boulevard des Mille-Îles, il va y avoir un événement de 11h à 17h qui est entièrement gratuit pour toute la famille qui s'appelle Peinture en direct. Donc, l'événement s'appelle Complètement chèvre. On accueille 2 artistes, peintres qui vont faire des œuvres inspirées des lieux qui sont très champêtres. Donc, France d'Aragon et Evelyne Touchette vont faire des petites œuvres inspirées des lieux. On n'est pas en train de faire une peinture sur une chèvre avec des couleurs flyées, non. Peut-être. Peut-être? Peut-être. On ne sait pas. Si c'est pas le cas, c'était pas ça. Puis si c'était le cas, c'était vraiment nice. Bien, vraiment, c'était bien pensé. C'était réinventer l'art. Et voilà. Mais donc, c'est une manière pour l'entreprise de faire découvrir leurs produits en même temps. Exactement. Il va y avoir une visite de la fromagerie. En fait, les visites, il y en a tout l'été. C'est gratuit. Il faut juste prendre rendez-vous. Mais pour l'événement du 11 juin, donc, la visite de la fromagerie est inclue. Il y a aussi une dégustation. Leur fromage les plus populaires, le Fleur de neige, le Sieur Colomban, le Petit Prince, Boucher d'amour. Donc, as-tu goûté les produits d'ailleurs? Ça m'intrigue. Il y a une amie qui m'en a rapporté. Donc, c'est pour ça que je tiens à faire la mention. Hein? C'était vraiment délicieux. Puis, tu sais, moi, j'invite les gens à y aller parce que, tu sais, ne serait-ce que pour découvrir une belle entreprise de chez nous, mais aussi parce que on sait que lorsqu'on se rend directement chez le producteur, chez les fabricants, bien, il y a toujours cette fraîcheur qui est supplémentaire. Puis tout à fait. Les gens qui sont là pour nous guider là, dans nos choix aussi qu'on préfère dans le fromage. Fraîcheur, puis ça donne aussi le goût de tout essayer. Parce que là, on est sur place, on parle avec des passionnés qui font ça de leur journée. Donc, c'est très inspirant. Oui, exactement. On voit le procédé, on le sent, on peut y toucher, y goûter. Donc, à ce niveau-là, ça donne le goût d'être épicurien pour une journée. Oui, puis ne serait-ce aussi que de savoir ce qu'on mange. Tu sais, la traçabilité alimentaire qui est devenue, je dirais, l'un des sujets de préoccupation, les premiers. C'est très difficile aussi à retracer d'où vient notre bouffe de nos jours, tandis que là, on le prend directement de chez l'artisan. Et tout à fait. Et donc, c'est de 11h à 17h. Mais comme tu disais, c'est tout l'été, c'est la visite. Tout l'été, il va y avoir des visites guidées des lieux. Par contre, l'événement Complètement chèvre, c'est vraiment ce dimanche là, pour célébration estivale. Là. Alors, Fromagerie Vieux-Saint-François, c'est sur le boulevard des Mille-Îles. 4740 pour être exact. Parfait. Et tu nous parles aussi de Issaute. Oui, Issaute-Laval. Donc, c'est 10 000 pieds carrés de trampoline interconnectés. Donc, vraiment, il y a moyen de faire des sports. Il y a le basketball sur trampoline, il y a le ballon chasseur sur trampoline, knockerball, saut libre et acrobatique aussi. On est loin du ballon chasseur quand on était dans la maternelle. La maternelle ou dans la cour de petite école, puis qu'on se faisait... Bien, on est loin et pas si loin, parce que le but du jeu restant le même, mais c'est qu'on le fait avec des trampolines. Donc, on est beaucoup plus mobile. Il y a moyen de faire des pirouettes, d'esquiver. Vraiment, ça doit être une expérience assez fantastique. Bien, oui. Et donc, as-tu des cours attachés à ça? Est-ce que tu connais un peu les... Il y a des coûts. Généralement, c'est sûr qu'il y a des spéciaux opportuns, mais sinon, le forfait, là, c'est généralement 14 $ pour la première heure et 8 heures pour chaque heure supplémentaire pour les adultes. Les enfants, c'est moins. Et il y a aussi des forfaits en matinée pour les écoles et des trucs comme ça. Faire découvrir... Exactement. Puis j'imagine que dans cette heure-là, on peut sûrement... tu parlais de plusieurs sports qu'on peut faire toujours avec ce trampoline-là. J'imagine qu'on peut tous les essayer. On peut tous les essayer ou on peut faire tout simplement du saut acrobatique libre ou du saut libre. Donc, de juste se promener puis gambader comme si on était sur la Lune. Donc, ça doit être assez agréable. Bien, moi, je te dis, j'ai déjà suivi des cours de trampoline. Oui! Ben oui. Mon Dieu, tu touches à tout. Coucher, genoux, debout, essayez ça. Backflip avant, arrière.
OK. Donc... tout de suite, on veut un exemple. non, pas ici, parce que ça va manquer. Je vais déchirer mes shorts, puis ça, le monde ne veut pas ça serait dommage. Ils veulent pas voir mes beaux boxers avec en cœur. Avec des cœurs. Avec des cœurs. Le lover en moi. Escaparium aussi, Laval, tu veux nous en parler? Escaparium, c'est un jeu d'évasion. Donc, on a tous vu les films sordides où est-ce que les gens sont prisonniers, puis il faut qu'ils se réduisent à trouver des énigmes, puis résoudre des énigmes pour pouvoir s'en sortir et utiliser de force et d'aptitude physique. Bien, il y a moyen de le faire en version moins sordide. Vous ne sortirez pas avec une hache dans le front. Bonne nouvelle. Merci de me rassurer et de nous rassurer. Ça fait plaisir. Je suis là pour ça. T'es là pour ça. Et évidemment, toi, tu nous conseilles évidemment tout ça. Est-ce que tu as essayé aussi l'escaparium? Ma copine l'a essayé. OK. C'est une activité avec le bureau. Ça a été une activité de team building parce que là, pendant 60 minutes, vous avez 3 salles. Donc, chacune des salles, c'est une étape avec des niveaux de difficulté différents. Il y en a que c'est plus physique, il y en a d'autres, c'est plus mental. Ouais. Et puis, c'est des groupes de 2 à 8 joueurs. Donc, si vous voulez y aller avec les gens du bureau, les amis, les copains, la famille, il y a moyen de le faire. C'est une activité pour adultes parce que là, il y a des énigmes, des astuces. Okay. C'est quand même pas facile. Donc, c'est plus cérébral que physique, là. Il y a certaines salles que c'est un petit peu plus physique. Il faut y aller avec les indices qu'il y a dans la salle. Donc, c'est vraiment usé d'astuces. Intéressant. Bien, on invite les gens à se déplacer. Merci beaucoup, Stéphanie. Ça fait plaisir. 6 victimes sur 14 ans. Arrestation d'une présumée fraudeuse qui aurait volé plus de 1 million de dollars et cette présumée fraudeuse, donc comme je vous le dévoilais d'emblée, aurait dérobé plus d'1 million de dollars, mais à 6 victimes sur une période de 14 ans. Et là, a été arrêtée, heureusement, le 30 mai dernier. Selon le service de police de Laval, Lucie Paquette appâtait ses victimes en les convainquant qu'elle attendait un important héritage, mais qu'elle avait besoin d'argent pour payer des frais de notaire et d'avocat. Les victimes ont donc fait des versements dans l'espoir d'obtenir un plus gros montant au final. Mme Paquette allait jusqu'à promettre de verser des millions de dollars à ses investisseurs une fois qu'elle aurait touché son héritage. Les faits remonteraient d'ailleurs jusqu'au début des années 2000. Les policiers croient que la présumée fraudeuse pourrait d'ailleurs avoir fait le plus que les 6 victimes identifiées à ce jour. Lucie Paquette avait déjà été condamnée en 2007 à Montréal pour 9 dossiers de fraude totalisant 180 000 $. Elle avait utilisé le même stratagème que celui décrit par la police de Laval. 13 arrestations maintenant dans une opération anti-drogue. Ça s'est passé dans la matinée du 31 mai dernier. Le service de police qui a procédé à l'arrestation de 13 personnes, tous âgés entre 18 et 54 ans, œuvrant dans une organisation de vente et de distribution de stupéfiants. Ce sont 9 hommes et 4 femmes qui ont été interpellés durant les 10 perquisitions de cette importante opération qui a été déployée à 2 adresses de Pont-Viau, une à Boisbriand et les autres sur les territoires de Montréal et de Mirabel. Des 13 personnes arrêtées, 9 devraient comparaître à la cour dans la matinée du 1er juin dernier, les autres ayant été libérés par sommation. En plus de saisir 5 véhicules et de l'argent qui aurait servi à des transactions criminelles, les policiers ont mis la main sur diverses quantités de drogue telles que cocaïne, crack et cannabis, ainsi que des biens meubles, biens infractionnels provenant des produits de la criminalité. L'enquête avait débuté en novembre dernier, novembre 2016, et les groupes tactiques d'intervention de la GRC, du service de police de la Ville de Montréal, ainsi que des policiers de Mirabel ont participé à cette frappe, à cette opération antidrogue nommée Début. À ce stade-ci de l'enquête, ce réseau semble plutôt local et il s'approvisionnait à Montréal. Et Mirabel, d'ailleurs, d'indiquer Evelyne Boudreau, qui est porte-parole de la police de Laval. Les membres de ce groupe sont majoritairement connus de nos services et possèdent des antécédents judiciaires divers ou en semblables matières. Pour l'instant, il ne semble pas y avoir de filiation, on dit, avec le crime organisé. Il laisse entendre aussi toujours la police de Laval. Toute personne, d'ailleurs, qui désire fournir de l'information, vous pouvez faire progresser l'enquête. Vous pouvez le faire de façon confidentielle via la ligne info 450-662-INFO ou tout simplement le 911. Secteur Pont-Viau, une adolescente qui a été atteinte d'une balle à l'abdomen. Une altercation verbale dans le terminus d'autobus jouxtant la station de métro Cartier a dégénéré dans la nuit du 30 mai, alors qu'une adolescente de 15 ans a été blessée par balle. Ça aurait pu évidemment être beaucoup plus grave. Les appels au 911, d'ailleurs, ont été logés vers minuit 30, rapportant qu'une personne blessée donc, avait reçu des coups de feu. À leur arrivée sur place, les policiers ont constaté qu'une adolescente avait été atteinte par un projectile à l'abdomen. Celle-ci donc été transportée à l'hôpital où l'on ne craignait plus pour sa vie quelques heures plus tard.
Toutefois, il n'a toujours pas reçu le feu vert au moment d'enregistrer ce bulletin afin de raconter ce qui lui est arrivé. L'adolescente est accompagnée par 2 amis qui ont été vite interrogés par les enquêteurs alors qu'on avait dressé une scène de crime aux alentours pour expliquer évidemment la raison de l'altercation. Et justement, quand l'altercation a éclaté dans le terminus extérieur, le trio de jeunes filles s'est déplacé vers l'avant de la station Cartier face au boulevard des Laurentides. Et c'est à ce moment que des coups de feu ont éclaté, faisant une victime. Un minimum de 3 projectiles a été tiré, 2 se logeant dans le véhicule d'une dame qui attendait son mari stationné le long du débarcadère. Et cette citoyenne, une adulte, pensait que quelqu'un jetait des pierres sur sa voiture de confié. Franco Di Genova, porte-parole de la police de Laval. Elle a également été rencontrée par nos enquêteurs pour faire sa déclaration, toujours en rapportant les dires des policiers de Laval. L'enquête suit son cours. L'incident ne serait pas relié aux gangs de rue et aucune arrestation n'est projetée pour l'instant. C'est ce qu'affirme toujours du même souffle le service de police de Laval. La scène de crime a été levée d'ailleurs quelques temps avant l'heure de pointe vers 7 heures. 3 arrestations après 6 incendies suspects. Après une série de 6 incendies, dont 4 à Pont-Viau, ayant fort occupé les pompiers de Laval les 15 et 16 mai, la police de Laval qui a procédé à 3 arrestations au cours de la dernière semaine. D'abord, dans la nuit du 16 mai, un premier individu âgé de 35 ans avait été intercepté en flagrant délit par des patrouilleurs. Il avait été relâché sous promesse de comparaître à une date ultérieure. En utilisant diverses techniques d'enquête, les policiers ont également réussi à appréhender 2 autres personnes, soit un jeune homme de 17 ans et un autre ayant 19 ans. Salutations à tous nos auditeurs. Les Jésus, Laval a connu un développement spectaculaire grâce à la passion, la compétence, le talent, l'audace et la polyvalence de bâtisseurs. Claude Lefebvre s'est illustré comme un homme d'exception. Il livre dans un volume encore tout chaud son cheminement personnel. Claude Lefebvre, c'est un travail colossal que de produire un livre semblable. Ce qui est de plus difficile, c'est d'obtenir les documents. Même avec la loi d'accès à l'information au Québec, vous avez de la difficulté à avoir de la documentation. Et même si vous recevez de la documentation, elle est caviardée à 50 quelquefois. Ah, tant que ça, oui. Tant que ça. Alors, moi, je dis que, je fais un vœu, c'est qu'on puisse, au Québec, avoir tout ce qui est public sur Internet et ainsi éviter les recherches puis les scandales qui passent avec la documentation. Ah oui. D'abord, Claude, c'est comme ingénieur que tu as débuté, que tu as commencé à te faire notoriété. Alors, peux-tu me nommer quelques réalisations que tu as faites comme ingénieur? Ah bien, les réalisations, ils sont multiples. D'abord, une des plus belles réalisations qu'on a fait au début, c'est le pont Papineau-Leblanc. Ah, le pont Papineau-Leblanc, ben oui. Ben oui. Et écoutez, ça a été considéré et écrit comme une merveille par certains. C'était une nouvelle technologie. Et puis, on est allé chercher la technologie en Allemagne parce que les Allemands avaient eu la chance, les ingénieurs allemands, d'avoir beaucoup de ponts détruits durant la guerre. Ah oui, ah oui. Alors, pour refaire les ponts, ils ont développé cette technologie-là, et puis qu'il nous reste d'ailleurs, le pont de la 25 est la même technologie, mais c'est moins beau parce qu'il y a des supports de chaque côté, tandis que nous, il y a un seul support au centre du pont. À cette époque-là, c'était Gendron Lefebvre. Oui, oui, oui. Gendron Lefebvre, parce que c'était vers les années... depuis le pont, 67, hein? 67. Toute une inauguration. C'était assez spécial. Il a fallu déménager des maisons aussi. Ah, bien ça, c'est la route. C'est la route, hein? C'est la route, c'est pas nous. Nous, on n'a pas fait la route. Vous êtes consacré au pont. Ni le viaduc, on a fait seulement le pont. Il y a d'autres grandes réalisations aussi, Claude. Ah, bien, il y en a. Dans Laval, il y a la Cité de la Santé. La Cité de la Santé? Il y a avec le docteur Paiement? Oui. Et puis, il y a l'usine de filtration de Sainte-Rose, oui. qu'on a fait énormément de recherche. On a fait de la recherche durant 5 ans. On s'est substitué à Polytechnique pour faire de la recherche. Et puis, quand on a eu fini toutes les recherches, d'ailleurs, vous allez pouvoir lire ça dans le livre, là, à ce moment-là, on a fait la chaire de l'eau avec des partenaires. Et puis, on a confié notre responsable des recherches à la chaire de l'eau. Et puis, c'est comme ça que maintenant, les recherches se font à Polytechnique.
Vous avez été aussi impliqué à la baie James. À la baie James, on a fait beaucoup de routes à la baie James. On a fait des travaux, surtout d'aérotriangulation, d'arpentage. On a été les premiers à utiliser le GPS. Mais le GPS, dans ce temps-là, c'était très compliqué. Ça prenait des hélicoptères, ça prenait des appareils aussi gros que les gros réfrigérateurs qu'on transportait d'un point à l'autre. Et puis, pour les calculs, pour un point, ça prenait une demi-journée. Oui, alors, on disait dans le milieu que vous étiez à l'avant-garde dans la technologie chez vous, par exemple, les dessins. On a toujours été à l'avant-garde. En 1962, on a acheté le premier ordinateur qui coûtait plus cher qu'un bungalow dans ce temps-là. Et puis, on l'a raccordé avec une table traçante automatique. Et les plans se faisaient automatiquement en 1962. Et on programmait ça en langage machine. Bon. Ça veut dire 15 oui ou non pour écrire une lettre. C'est pas écrire une lettre. Alors, on a passé des nuits à composer ça, mais on a réussi. Il y a au coin de Saint-Martin et des Laurentides, il y a un édifice là-bas qui a pris pas mal, que les gens connaissent assez bien. Oui. En 1965, on a construit l'édifice GL avant même la fusion de Laval. D'abord, on a regardé à quel endroit on pouvait situer ça dans Laval, et puis ça nous semblait le centre boulevard des Laurentides, qui est la continuation du boulevard Saint-Laurent ou de Montréal. Et puis Saint-Martin, à ce moment-là, ça n'existait pas toute la longueur, mais on a pensé, on a imaginé que c'était pour être le centre-ville de Laval. Et puis, on a toujours voulu faire de Place Laval la place d'armes de Laval. Malheureusement, à un moment donné, le métro qui avait été décidé de passer là a été bifurqué vers l'ouest, vers le collège Montmorency. Et puis, à ce moment-là, on a cédé tout notre projet à la Caisse de dépôt. On a donné ça aux Québécois. Pour nos auditeurs, il faut dire que le métro était censé se faire dans cet angle-là, Saint-Martin-des-Laurentides, et la carrière était censée servir de point de stationnement. De stationnement, définitivement. Et ça n'aurait pas coûté cher, ce métro-là, puisqu'on aurait pris un tunnelier pour construire, pour ouvrir le métro, et à ce moment-là, mettre des petits trains pour apporter ça dans la carrière. Alors, il n'y aurait pas eu de transport de matériaux au travers de la ville. Vous avez été aussi impliqué dans le Parc olympique, la CODEL, beaucoup d'activités, mais vous êtes très fier aussi au niveau culturel, votre implication au niveau culturel de la Fondation du soutien aux arts. Oui. Tout d'abord, il faut dire que dans le domaine du sport, j'ai été président fondateur des Jeux du Québec. Ah, les Jeux du Québec. Alors, ça existe encore. Et puis, j'en suis fier. Et puis, par la suite, je me suis dit, il n'y a pas seulement le sport dans la vie, il y a également les arts. Alors, avec le maire Claude Ulysse-Lefebvre, on a fait la Fondation de soutien aux arts de Laval. J'ai été 29 ans président. Et puis, j'ai cédé justement pour écrire le livre. Et puis, ça a été une belle expérience. On a donné des bourses à des centaines, de jeunes. Et ce qui est important, c'est que ça existe encore. Ce qui est important dans la vie, là, c'est de créer des choses qui vont aller au-delà de ta vie. Claude Lefebvre, de tout ce que vous avez fait, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, au point de vue idéologie? Ce qui a été le plus important, d'après moi, c'est le Centre d'expertise et de recherche en infrastructure urbaine, le CIRU. J'ai été président fondateur de ça également. J'y ai travaillé pendant 8 ans et c'est pour entretenir les infrastructures. Au point de vue ingénierie, d'après moi, c'est ce qui a été le plus merveilleux. Claude Lefebvre, c'est tout le temps qu'on a présentement, mais on va trouver le temps pour revenir parce qu'on a trop à dire sur votre vie, sur vos réalisations. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette interview. Ça passe vite, hein? Ça a été un plaisir. Merci. Près de 4000 participants pour Petit Bonheur Laval. C'est dans la bonne humeur que s'est clôturée la 8e édition du Festival Petit Bonheur de Laval le 14 mai à la Maison des Arts.
Malgré le mauvais temps, l'ambiance festive régnant d'ordinaire lors du traditionnel pique-nique a pris place à l'intérieur. Et à cette journée de la fête des mères, familles, enfants s'étaient donné rendez-vous, on peut le comprendre, pour profiter des différentes activités qui étaient offertes au cours de la journée. Du 5 au 14 mai, près d'une centaine d'activités ont été réalisées, dont 27 représentations des 7 spectacles programmés dans les centres communautaires, au Théâtre du Bout de l'Île, à la NDA, dans les bibliothèques, au Cosmodome et chez différents partenaires du milieu communautaire, soit pas moins de 16 lieux et près de 4000 participants. Les Petits Bonheurs 2017 se sont particulièrement démarqués, dit-on, par l'abondance de spectacles musicaux, que ce soit sous la forme d'exploration sonore, spatiale ou multimédia. Le spectacle belge Concertino Panolino offrait aux bébés et à leurs parents un concert intime. Le carré de sable de la compagnie Ténon Mortaise a été présenté 7 fois à des groupes de garderie et des familles. Les mots de puzzle théâtre ont résonné devant un public d'enfants dans 2 quartiers de Laval et des ateliers créatifs de théâtre, d'ombre, marionnettes, danse, jeux théâtraux, d'éveil musical, ainsi que le cinéma d'animation et l'éveil à la lecture sont venus ponctuer aussi ces festivités. Chanter du soul ou du R&B sur toutes les scènes disponibles. Depuis quelques semaines et pour un bout de l'été, on peut entendre la chanteuse lavalloise Beau Reset en formule duo avec son guitariste tous les jeudis au Ristorante Meridiana du boulevard Saint-Martin. Elle admet que ce n'est pas toujours facile de se produire dans ce contexte. Elle affirme qu'il y a un très bon accueil du public pour son répertoire jazz, blues et soul. La soirée se transforme souvent en souper-spectacle et on a un bon soutien au niveau artistique de la part du restaurant, d'ailleurs pour la paraphraser. Et cette interprète qui développe aussi en parallèle un volet auteur-compositrice est venue d'ailleurs à la chanson d'une manière très personnelle. D'abord étudiante en musique classique à la clarinette, Beau Reset a découvert sa voix et sa voix alors qu'elle fréquentait le milieu des boîtes de jazz et blues. Un soir, on m'a invité à monter sur scène pour chanter du blues au bistrot à Jojo à Montréal sur Saint-Denis et c'était parti. La chanteuse a élargi son répertoire, on peut comprendre, en passant du blues au jazz et au R&B. Ce sont d'ailleurs les plus grands succès des années 50 et 60 de ces répertoires qu'elle présente dans son spectacle actuel au Meridiana. Les gens veulent entendre et réentendre les mêmes pièces, mentionne l'artiste, ce qui ne l'empêche pas de travailler à produire ses propres œuvres. Elle anticipe d'ailleurs de lancer un premier album de pièces originales sous peu, en anglais, du soul et du rhythm blues, mais aussi quelques surprises. Beau Reset prépare aussi un spectacle hommage à la grande Etta James, ce qui lui permettra de sortir un peu du contexte de la restauration, précise-t-elle. On pourra aussi l'entendre les 15 et 16 juillet au Festival de blues de Tremblant. Et oui, nous n'avons pu nous empêcher de lui demander Beau Reset. Il y a un jeu de mots là. On en a déjà l'intuition en consultant son site Internet, le www.beaureset.com. Reset Your Mind. La chanson vraiment servie de reset dans ma vie, d'ailleurs, nous a-t-elle confié. Et de plus, Reset contient un anagramme de son véritable nom de famille. Alors, pourquoi pas? Voilà, très belle initiative. L'OSL et les 10 ans de Maestro Alain Trudel. Lors d'un grand concert le 24 mai, l'Orchestre symphonique de Laval a marqué les 10 ans d'Alain Trudel à sa direction, laissant libre cours à une soirée haute en émotions dans une salle André Mathieu qui était conquise et bien remplie. En ouverture, le maestro lavallois a rendu hommage à l'œuvre de John Williams, connu pour ses trames musicales au grand écran. De jeunes élèves, notamment des écoles Curie-Antoine Labelle et Mont de la Salle se trouvaient parmi les musiciens professionnels pour jouer les airs connus de Star Wars, Jazz, E.T. et notamment Indiana Jones. En première partie, l'ensemble a aussi rendu hommage à l'une de ses fondatrices, Thérèse Spénard-Pilon, interprétant Sarabande de John Burton. Avant de se retirer pour l'entracte, le chef a rappelé pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs trombonistes de la planète, livrant en grande première le concerto Altitude signé Nicolas Gilbert, compositeur en résidence, un morceau exigeant pour le virtuose. Finalement, la symphonie numéro 5 de Shostakovich était un incontournable pour moi, raconte le chef. C'est une œuvre que je connais depuis l'adolescence. C'est elle qui m'a donné le goût de la musique classique de l'orchestre avec son énergie remplie de secrets et de résilience. Le président du conseil d'administration de l'OSL, Marcel Lemay, a annoncé que le contrat de Maestro Trudel était renouvelé pour quelques années. En plus de solidifier les acquis, le principal intéressé compte œuvrer au rayonnement de l'orchestre dans la Rive-Nord, dans les Laurentides et Lanaudière.
Du 2 au 4 juin se trouve la Grande Fête des pompiers de Laval et je suis présentement avec M. Sylvain Gariepi. Bonjour, M. Gariepi. Bonjour. Grosse année cette année avec les incendies et tout, mais il y a également la Grande Fête, la 11e édition de la Grande Fête des pompiers de Laval. Oui, on est encore présent au Centropolis cette année, du 2 au 4 juin 2017, pour la Grande Fête des pompiers de Laval. On attend en fin de semaine au-delà entre 60 000 personnes réparties sur 3 jours d'activité. Et parlant d'activité, qu'est-ce qu'il y a des classiques? Là? Tout à l'heure, je voyais la parade de camions. Mais quelle autre activité classique là, qui se retrouve d'année en année? Ah, bien, vous savez, on a fait des sondages, puis la plupart des gens viennent pour la parade des camions de pompiers antiques et aussi la démonstration de désincarcération, notre fameux feu d'auto qu'on fait en démonstration, et toutes nos équipes spécialisées, que ce soit le sauvetage nautique, le sauvetage sur glace, parce que vous savez, pompiers, c'est pas juste éteindre des feux, hein? On répond aux appels de sauvetage nautique l'été, sauvetage sur glace, Ville de Laval, c'est un île qui ont été appelés à intervenir dans plein de situations. Matières dangereuses, décarcération, sauvetage multiple, matières dangereuses, tout ça, sauf que les gens sont mal pris, ils nous appellent. Mais principalement, pourquoi on fait la Grande Fête des pompiers de Laval? C'est pour la prévention, des messages de prévention, l'éducation du public, pour venir dire à la population lavalloise qu'est-ce qu'on peut leur offrir comme service. Et parlant de prévention, c'est quoi la plus grande cause d'incendie que vous voyez à Laval? Les feux de cuisson. Et personnellement, notre clientèle cible, c'est les personnes âgées présentement. Vous savez, les feux de cuisson, les gens, c'est dans un environnement qui est quotidien, du day-to-day. On fait la cuisson, notre mise en garde à baisse, personnes âgées, les vêtements amples. Il y en a beaucoup de personnes qui se sont blessées par des feux de cuisson. Et donc, vous avez un atelier de cuisine pour qui donne les règles, les bonnes pratiques pour la cuisine sécuritaire, c'est ça? Tout à fait. On s'est dit, tant qu'à parler de prévention incendie, on va rendre ça utile, à l'agréable et festif. À chaque année, nos recrues, ils ont l'obligation de nous préparer des recettes culinaires. Vous savez, dans les casernes de pompiers, on a de la nourriture, on a de la cuisine, puis c'est important de bien manger. Que les pompiers, les recrues, viennent présenter à la population c'est quoi leur recette qu'ils font en caserne. Et en même temps, par des conseils de prévention, incendie et des règles de sécurité qu'on vient enseigner à la population. Bon. Et une autre des activités, c'est le 24 heures. C'est le défi 24 heures. On se trouve présentement devant les escaliers. Là. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, notre deuxième année, le défi 24 heures, c'est pour la Fondation des Grands Brûlés. Ce sont 8 équipes de 10, des provenants de toutes sortes de services d'incendie et d'écoles de pompiers du Québec. Et ils font un défi 24 heures. Le départ est lieu le samedi à 14 h. Et ils vont rouler toute la nuit, course à relais, pour ramasser des fonds pour la Fondation des Grands Brûlés du Québec. Et tous ces fonds-là, d'ailleurs, tous les fonds de la fin de semaine s'en vont pour cette fondation-là, n'est-ce pas? Tous les fonds de la fin de semaine s'en vont pour la Fondation des pompiers du Québec pour les Grands Brûlés, tout à fait. Et tout à l'heure, on a parlé de camions de pompiers, parce que quand on pense pompiers, c'est souvent ça, mais vous avez aussi parlé de nautique. J'aimerais ça qu'on aille voir un peu, ça ressemble à quoi? On s'en va là. On s'en va là. On se trouve présentement devant un sujet qui a été très d'actualité dernièrement, le sauvetage nautique. Ben oui, hein, on a vécu les inondations, la ville de Laval. Hein, puis vous savez, on a déclaré l'état d'urgence et les embarcations ont été sollicitées à plein dans les rues de Laval, dans l'ouest de la ville, et côté nord, Fabreville, Sainte-Rose, et aussi du côté sud jusqu'à Chamédé. On a été drôlement impliqués. Présentement, à côté de moi, on a une unité de la caserne numéro 3 ou la caserne numéro 1. C'est un bateau de 19 pieds équipé spécialement pour le sauvetage nautique. Comme je vous disais tantôt, Laval, c'est un île. Hein? Donc, on a la rivière Les Prairies, la rivière Les Mélilles. Donc, on doit intervenir à répondre à plusieurs incidents sur les plans d'eau. La rivière Les Prairies étant le plan d'eau le plus dangereux à naviguer. Donc, on a des accidents nautiques, des gens qui font beaucoup de kayak, de la plaisance. On a le parc des Belle-Îles. Il y a beaucoup de plaisanciers sur le plan d'eau. On est appelés à intervenir dans toutes sortes de situations. Combien de sorties vous pouvez faire normalement par année? Selon nos statistiques, là, ça varie entre 100 à 150, tout dépendant de la saison. Là, on est dans une période qui pleut beaucoup, mais par contre, on a eu beaucoup d'interventions à cause des inondations. Ça va varier dans ces alentours-là, à peu près. Est-ce que vous faites de la prévention également du côté nautique? Tout à fait. On fait les deux. Tant qu'à faire de la prévention, on fait aussi de la formation. On les jumeler les deux. On est présent, je vous dirais, à peu près entre 4 et 5 jours par semaine, autant le jour que le soir, sur nos plans d'eau. Puis notre formation nous permet en même temps de faire de la prévention et de la sécurité nautique en même temps.
La Grande Fête des pompiers, c'est également des spectacles. Et on se trouve présentement sur la scène ici. Oui, des spectacles le vendredi soir avec le groupe Mosaïque. Donc, c'était un band regroupé uniquement des vrais pompiers de Laval et une chanteuse invitée. Et cette année, on avait un artiste invité qui était Jonathan Pinchot. On a le même spectacle aussi, le Montréal Jazz Band, qui nous vient samedi soir. Et tout au long de la journée de samedi, de dimanche, on a des artistes invités pour les plus jeunes et les moins jeunes sur la scène principale au Centropolis. Donc, il y en a pour tous les âges. Pour tous les âges. C'était ça notre objectif pour rendre ça le plus festif et familial possible. Mais merci beaucoup, M. Gariepi. Super intéressant. Un plaisir. Merci à vous. Je me trouve présentement avec Capitaine Carpentier, qui est directeur des courses des pompiers. Bonjour, M. Carpentier. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Alors, cette année, il y a le 2 km, 5 km, 10, 21.1 et la nouveauté, le marathon. Oui, définitivement, c'est la nouveauté. Notre course, elle a 6 ans. C'est notre 6e édition et on est super fiers d'avoir un marathon enfin à Laval. Et combien de personnes vous attendez en fin de semaine? Cette année, ça a explosé. L'année passée, on était 2200 coureurs au total. Cette année, on a 4600 inscriptions jusqu'à date et on continue à s'inscrire. Donc, c'est vraiment un franc succès. Parfait. Et derrière moi, j'ai les casques d'or. Alors, parlez-moi des casques d'or. Oui, les casques d'or sont les casques qu'on va remettre à nos gagnants du 21 et du 42, hommes et femmes. Donc, c'est un club select du casque d'or et on est très fiers d'agrandir notre famille incendie à chaque édition de la course des pompiers. Bien, merci beaucoup, monsieur. Et puis, on vous souhaite un grand succès pour votre journée demain et du beau temps. Oui, puis on va souhaiter une bonne course à tous nos participants. Merci beaucoup. Merci. C'était Caroline Lessard à la 11e édition de la Grande Fête des pompiers de Laval. Nous sommes à l'école Mont-la-Salle pour le dévoilement de l'œuvre Radicar, collaboration avec le Théâtre Bluff. Nous sommes avec Joachim Tanguay. Bonjour, co-directeur du Théâtre Bluff. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, on est ici pour le dévoilement de l'œuvre Radicar en collaboration avec le Collège Mont-la-Salle. Racontez-nous un petit peu d'où est venue l'idée et qu'est-ce que représente cette œuvre. Oui, bien, le projet Radicar, tout d'abord, il faut dire que le Théâtre Bluff, c'est une compagnie de théâtre pour adolescents, donc qui fait du théâtre pour adolescents depuis 27 ans. Et on développait un nouveau projet qui traitait, entre autres, de radicalisation. Et on avait envie d'explorer ce thème-là un peu plus profondément avec les élèves, les jeunes, les adolescents, notre public, ultimement. Et on a eu envie de créer une installation multimédia qui allait aborder ces enjeux-là. Mais plus largement, dans le fond, quand on parle de radicalisation, automatiquement, on parle d'ouverture à l'autre, on parle de différence, on parle de vivre ensemble. Donc, ça a des tentacules qui touchent plusieurs thèmes, plusieurs sujets, et on avait envie d'explorer ça avec les jeunes. Donc, on a approché, en collaboration avec la Société des arts technologiques, on a approché un artiste, Sébastien Lafleur, qui travaillait avec nous là-dessus. Et au terme de 15 semaines, donc les jeunes se sont rencontrés, les jeunes qui le souhaitaient. Donc, c'était sur une base participative, c'était sur une base volontaire. Donc, les jeunes qui le souhaitaient se sont investis dans ce projet-là pendant 15 semaines, en activité parascolaire. Tous les mardis soirs, ils se sont réunis. Et au final, ça a donné, l'œuvre Radicar. Et cette œuvre-là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'elle va nous accompagner en tournée partout où le spectacle va être présenté. Donc, c'est-à-dire, ça va être un peu en complément au spectacle. Nous, on tourne, le Théâtre Bluff, on est une compagnie de tournée, on tourne au Québec, on tourne en Europe. Donc, l'œuvre va nous suivre et va être exposée dans tous les théâtres, finalement, où on va jouer le spectacle Antioche, qui traite, comme je le disais tout à l'heure, un peu de radicalisation. Parfait. Et d'ici à ce départ pour la tournée, l'œuvre va quand même se promener dans les bibliothèques de Laval, dans 15 ateliers dialogue, si je comprends bien.
Oui. L'œuvre va être présentée on espère, une quinzaine de fois dans les écoles et dans les bibliothèques parce que l'œuvre, ça devient un peu un objet de sensibilisation finalement pour parler de vivre ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que en plus de l'exposition de l'œuvre, il y a une équipe de médiateurs interculturels qui ont été formés à l'Université de Sherbrooke qui vont accompagner l'œuvre et l'œuvre va devenir un tremplin, si on veut, va devenir une amorce pour parler plus largement de ces enjeux-là que sont le vivre ensemble et comment finalement, parce qu'on en parle beaucoup du vivre ensemble, mais comment est-ce qu'on vit ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire vivre ensemble? Est-ce que ça veut dire faire des compromis? Est-ce que ça veut dire faire des accommodements raisonnables? Est-ce que c'est un peu tout ça? Donc, c'est toutes ces questions-là qui vont être abordées et là va servir, c'est ça, si on veut, de point de départ pour aborder ces sujets-là qui sont parfois un peu sensibles. Épineux, effectivement. Donc, par le biais de l'art, c'est une bonne façon, je pense, de l'aborder. Parfait, mais je vous remercie. Donc, la pièce qui s'appelle Antioche, qui va sortir incessamment, donc à la fin de l'été. Non, la pièce Antioche, on est en création en ce moment. Elle va être créée du 7 au 25 novembre à la salle Fred Barry. Et l'œuvre va évidemment être exposée pendant ces 3 semaines où nous jouerons. L'œuvre Radicar va être exposée à la salle Fred Barry. Donc, si vous voulez venir la voir, vous êtes les bienvenus. Parfait, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup, M. Tanguay. Merci à vous. Bonne fin de journée. Donc, nous sommes ici avec les co-créateurs de l'œuvre Radicar. Donc, on va faire le tour, ils sont quand même nombreux. Donc, chacun votre nom. Moi, c'est Maribel Desormeaux. Moi, c'est Camille. Moi, c'est Florcy. Moi, c'est Sophie Gauthier. Maude Choquette. Jeffrey Toria. Steven Kéchia. Et le maître d'œuvre, M. Sébastien. Bonjour. Oui, donc je suis un artiste de la Société des arts technologiques qui a travaillé avec ce groupe pour créer l'œuvre sur un projet de longue haleine, sur 15 rencontres depuis janvier. Donc 15 semaines que ça a pris à tout votre beau groupe pour mettre en œuvre Radicar. Donc, ça se veut être une exploration au niveau de la radicalisation, au niveau perception, au niveau de qu'est-ce que vous percevez comme la radicalisation, c'est ça? Oui, c'était vraiment notre sujet de base où on a débattu, on a échangé les idées, puis c'était vraiment créer une autre approche, avoir plus d'ouverture face à ce sujet d'actualité qui est sérieux, qui est... Oui, donc c'était vraiment... Puis aussi, à travers ça, créer une équipe de création, qu'on puisse vraiment collaborer ensemble, puis pour avoir une installation de qualité digne d'exposition. Je pense qu'on est assez fiers de travail, puis on a vraiment tous collaboré sur tous les sujets, toutes les facettes du projet, donc... Ouais. Donc, chacun d'entre vous avait travaillé une facette du projet où vous avez tous mis vos cerveaux ensemble puis faire, écoute, on va tous se mettre la main à la pâte puis on va travailler sur la vidéo, on va travailler sur la sculpture, ou c'est vraiment, ça a été plus départementé, chacun a eu son petit rôle à faire? Je dirais qu'on a pas mal travaillé en équipe. Je pense qu'on a vraiment créé un collectif d'artistes. On s'est vu comme une petite compagnie de design, si on veut, là, qui avait un mandat avec des contraintes. Puis je pense qu'on a vraiment su échanger nos idées, faire des tables rondes, vraiment discuter du sujet, puis d'approfondir. Puis après ça, on avait des contraintes techniques avec les matériaux sur lesquels on travaillait. Chacun avait des expertises, des talents plus ciblés, mais on s'en a vraiment regroupé l'ensemble des idées, je pense, pour arriver au produit final, si on veut. Okay. Et puis, question pour le groupe, vous me criez oui ou non. Si c'était à refaire, vous le referiez 15 semaines les mardis soirs à travailler fort comme ça? Oui. Bonne nouvelle. Donc, l'œuvre qui sera en tournée avec le Théâtre Bluff et qui sera aussi en atelier dialogue dans les bibliothèques de l'île de Laval. Allez-vous suivre votre œuvre avec tout au long de la tournée ou vous l'avez... J'aimerais ça aller la voir une fois, voir dans un endroit public, là. Mais je vais peut-être pas faire tout le tour au complet, mais j'aimerais ça aller voir. Ouais. Cool. Ben, un gros merci, groupe. Donc, félicitations pour votre œuvre collective et puis bonne chance pour la suite. C'était Stéphanie Léveillé-Denis pour TV Laval Nouvelles. Les Prédateurs de Laval, c'est terminé.
C'est ce qu'on pensait, évidemment. Je pense qu'on le voyait venir, hein, un vent de tristesse qui a soufflé sur les partisans des Prédateurs de Laval de la Ligue nord-américaine de hockey. Les dirigeants qui ont annoncé qu'ils cessaient leurs activités sur leur page Facebook le 31 mai. Les Prédateurs auront disputé 3 saisons au Colisée de Laval avec l'arrivée du club école du Canadien de Montréal, le Rocket de Laval. Évidemment, l'avenir ne s'annonçait pas très rose pour la concession lavalloise. Dès sa première année de vie, l'équipe éprouvait des ennuis financiers, mais a pu compter sur un nouveau groupe de propriétaires. Ceux-ci, d'ailleurs, ont pu éponger des pertes importantes afin de sauver la formation. Et cette année, avec la baisse d'assistance généralisée à travers la Ligue, on a conduit donc à la perte, finalement, des Prédateurs avec une moyenne de 600 spectateurs au Colisée Laval. Le calcul n'était pas très difficile à faire. Aucune formation, d'ailleurs, de la Ligue nord-américaine de hockey ne peut faire ses frais. L'un des propriétaires des Prédateurs, Hugo Bernard, a tenté de déménager l'équipe dans 3 villes différentes, mais sans succès. En fait, l'organisation lavalloise avait une possibilité de relocalisation dans une autre ville, mais uniquement pour la saison 2018-2019, mentionne M. Pelletier d'ailleurs. On a trouvé de nouveaux investisseurs qui ont élaboré un plan de relance afin de sauver l'équipe, a précisé Hugo Bernard. Sur 9 demandes formulées à la Ligue nord-américaine de hockey, aucune n'a été retenue par les gouverneurs. Une demande concernait le nom de l'équipe que nous aurions voulu renommer les Chiefs. Toujours selon M. Bernard, tout le personnel hockey et joueurs étaient prêts à subir une réduction salariale pour conserver les Prédateurs à Laval. Avec un refus catégorique à nos demandes, il appert qu'au niveau de la Ligue nord-américaine de hockey, on semble souhaiter notre départ. Et en avril dernier, une autre formation d'ailleurs de la Ligue, le Blizzard de Trois-Rivières, a également mis la clé dans la porte. La Fédération dédie les 2 prochaines saisons au soccer pour tous. Le président de la Fédération de soccer Québec, Martial Prudhomme, a procédé au coup d'envoi de la nouvelle saison du ballon rond le 1er juin au complexe sportif Bois de Boulogne. Il a insisté sur le fait que son sport pouvait être pratiqué par tous, que l'on soit fille ou garçon, jeune ou vieux, pauvre ou riche, en santé ou atteint d'une limitation fonctionnelle. On peut jouer au soccer ou, si on n'y joue pas, on peut y trouver sa place comme entraîneur, arbitre ou bénévole, a-t-il indiqué d'entrée de jeu. Il a indiqué qu'on pouvait y jouer d'ailleurs sur un terrain de soccer avec un club dans une ligue organisée, mais aussi dans un parc, un gymnase sur le sable, un terrain de tennis et même dans la neige. Toujours selon M. Prudhomme, aucune compétence particulière n'est nécessaire pour participer. On peut pratiquer le soccer seul ou entre amis. Ça ne prend pas finalement plus qu'un ballon. Et encore, dans certaines régions du monde, le foot se joue pieds nus avec une balle faite de bouts de tissu sur un terrain de terre battue. C'est ça le soccer pour tous et c'est ce que Soccer Québec veut promouvoir au cours des 2 prochaines années. Nous voulons prouver que notre sport est le plus beau du monde, qu'il est accessible à tous et peut se jouer partout. De nombreuses activités, d'ailleurs, seront organisées dans les différentes régions de la province afin de promouvoir le sport et la participation. Le calendrier préliminaire des activités 2017 sera dévoilé d'ici la fin juin. Soccer Québec, qui s'est associé avec l'Association des optométristes du Québec, lancera sous peu une campagne de sensibilisation sur la protection des yeux, notamment le port des lunettes de sport dans la pratique du ballon rond. William Aymar reçoit la bourse Alexandre Despatie. Le théâtre Marcelin-Champagnat était l'hôte le 30 mai du 57e mérite sportif lavallois. Le clou de la soirée étant sans contredit la remise de la bourse Alexandre Despatie au gymnaste William Aymar. Cette bourse de 2 500 $ est octroyée à un athlète identifié comme faisant partie de l'élite ou de la relève par sa fédération sportive et ayant pris part à des compétitions nationales et internationales. Malgré une opération au genou et un doigt fracturé, Williams a remporté de nombreux titres en 2016. Il a été couronné champion québécois au total des épreuves à Victoriaville. Et s'est avéré le meilleur au pays, le voilà, aux anneaux et au total des épreuves au championnat canadien tenu à Edmonton. Il a aussi décroché d'ailleurs la médaille d'or aux anneaux, sauts et au cumulatif des appareils à une compétition de grande ampleur en République tchèque. De plus, malgré ses nombreuses absences à l'école, l'athlète de 17 ans a obtenu une moyenne générale très enviable et excellente de 89 %. Les pirouettes, d'ailleurs, à l'honneur. 18 athlètes et 2 entraîneuses ont reçu le prix le plus prestigieux de médaille d'or puisqu'elles se sont illustrées au niveau international. 28 athlètes, toujours lors de ce même gala, et entraîneurs ont mis le grappin sur l'argent pour leurs exploits sur la scène nationale. Et enfin, 181 sportifs sont repartis à la maison avec la médaille de bronze. Un total de 230 athlètes et entraîneurs ont reçu une médaille du mérite sportif. Cette soirée vise à honorer les athlètes, entraîneurs et officiels qui se sont illustrés sur la scène provinciale, nationale et internationale de novembre à Henriel. Les passionnés des arts visuels, en collaboration avec la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec, ont organisé un vernissage hommage afin de venir en aide à l'artiste peintre Louise Raymond.
Venez la rencontrer et découvrir des œuvres magnifiques. Vous serez invité à participer au tirage d'une toile. Samedi, le 17 juin, entre 16h et 18h, à la galerie Le Pépin d'Art, au 204 boulevard Sainte-Rose, à Laval. Pour en savoir davantage sur cet artiste de talent, voir le petit film qui suit intitulé « Une journée de bonheur ». Fin décembre 2016. Une journée de bonheur et une journée d'amitié. Noël est derrière nous et le premier de l'an est pour bientôt. Francine Gauthier, présidente des Passionnés des arts visuels, de même que Manon Ruffet, qui a aussi occupé cette responsabilité, rendent visite à Louise Raymond, artiste peintre douée, qui fut aussi un temps présidente de ce groupe d'artistes dont les assises reposent sur l'amitié, l'ouverture aux autres et l'engagement. Louise Raymond est atteinte de la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, une maladie neuromusculaire qui s'attaque aux neurones et à la moelle épinière et qui entraîne progressivement la paralysie. J'y suis aussi par amitié et aussi parce que j'admire le travail de cet artiste qui persiste dans le silence, le courage et la détermination. Sur son chevalet, une œuvre troublante, saisissante, qui me semble être un autoportrait dans les circonstances. Elle n'a pas encore de nom. Le personnage me semble tomber tout droit du ciel et de passage dans la vie. Il m'apparaît en quête de liberté, malgré le fait qu'il soit retenu quelque part dans son destin, sans pouvoir se libérer de ses contraintes. C'est au fond la vie de chacun de nous que le destin manipule au gré de ses fantaisies, de ses bonheurs, de ses peines et de ses douleurs, que Louise est en train de peindre. On l'entend presque nous parler en silence, sans bouger, comme l'artiste qui le crée, et dont la maladie lui retire progressivement l'usage de la parole, mais pas celui de s'exprimer avec l'art et la peinture qui a été toute sa vie. Ce jour-là, les présidentes avaient apporté la bouffe de circonstance pour fêter son talent, pour fêter la nouvelle année. Et il y avait du chocolat. Je jouais à boire, faire le dessert. C'est pas ce que je pensais plate, là, tu sais. C'est des petits bâtons. Des bâtons. Fait que Louise, tu peux pas en manger. Tu me connais. C'est mon humour, moi. OK, c'est éventuel. Dans son nouvel appartement, adapté à sa condition, la lumière était belle et je envoyais ses toiles. Des songes venus d'un autre temps et enveloppés de beauté. Je me suis souvenu de notre premier tournage il y a quelques années. Dans les yeux de Louise Raymond, cette même lueur blanche
réfléchissante, comme si le jour n'allait jamais s'éteindre, même la nuit. Elle m'avait raconté l'histoire de cette œuvre, de cette peinture, Les Croisades. J'ai plaisir à vivre dans une dimension où la lumière vainc la peur, m'a-t-elle raconté, là où je cherche mon chemin. Elle me permet d'exercer un contrôle sur ma vie. Cette œuvre, c'était un songe. Louise éradiquait la noirceur, la douleur, la haine et la violence. Et dans cette nouvelle œuvre, surgit elle aussi d'un songe. Elle y a peint ses luttes, ses espérances et une quête de liberté. Trois mois se sont écoulés depuis notre première visite, mars 2017. Louise Raymond a achevé sa toile, qu'elle a surnommée Poussière de lune. Elle a ajouté des fils aux pieds et aux mains de poussière de lune afin qu'ils puissent se mouvoir. Elle est à la fois plus fragile et plus déterminée. D'autres œuvres habitent son imaginaire. D'autres songes, d'autres rêveries. Tandis que Poussière de lune veille sur elle. Voilà, c'est ce qui complète presque le TV Laval Nouvelle. Je vous invite en tout temps à faire part de vos commentaires, vos suggestions très constructifs. On est toujours là pour vous répondre sur notre page Facebook de TV Laval, de même aussi que sur notre site internet tvrl.ca. Si vous voulez vous joindre à l'équipe de TV Laval justement en tant que chroniqueur, animateur, sinon bref, équipe technique également, caméraman et compagnie, vous avez un intérêt, eh bien évidemment, vous pouvez aussi sur le même site internet tvrl.ca acheminer vos demandes, vos motivations pour vous joindre à nous pour cet été et pour l'automne 2017, à la magnifique équipe ici que j'ai le bonheur de faire partie. D'ailleurs, je remercie l'équipe de réalisation, Daniel et aussi Alain qui sont toujours là pour faire de ce bulletin de nouvelles hebdomadaire un grand succès. Et évidemment, n'oubliez pas non plus notre bingo. C'est tous les dimanches. Vous pouvez remporter 3 500 $, dont 2 000 $ pour la carte pleine. Même lieu, tvrl.ca pour avoir plus d'informations. Donc, tous les dimanches matins, c'est bingo et je vous dis à très bientôt.